Bonjour, sur cette deuxième vidéo, nous allons travailler sur la notion de primitive. Avant toute chose, nous avons besoin de ce qu'on va appeler un théorème fondamental. Alors, le théorème fondamental est le suivant, c'est que si vous prenez une fonction qui est continue et positive sur un intervalle AB, et que vous posez grand F de x, qui est l'intégrale de a à x de f de t dt, cette fonction-là, elle est dérivable, et sa dérivée, c'est petit f. Donc là, pour ceux qui se rappellent un petit peu de la notion de primitive, on touche la notion de primitive, c'est-à-dire qu'on dira que grand F est une primitive de petit f si sa dérivée vaut petit f. Donc, on va essayer de l'expliquer, cette notion-là. Je vais vous le faire sur un premier cas, on va peut-être pas faire tous les cas possibles parce que ça commence à devenir compliqué sinon. Ici, je voudrais déjà que dans un premier temps, vous notiez que la variable x, en fait, est une borne de l'intégrale. Ok ? Donc, essayons de regarder ce qui se passe. L'idée, c'est de travailler avec l'aire entre x0 et x0 plus h et d'essayer de calculer le taux d'accroissement. Donc pour le taux d'accroissement, on sait que grand F' est la dérivée de petit f. Si, quel que soit x0 appartenant à l'intervalle AB, la limite de grand F de x0 plus h moins grand F de x0, le tout sur h, et quand h tend vers 0, est égal à f de x0. D'accord? C'est la notion du taux d'accroissement. Je vous en avais reparlé en tout début du premier semestre. Alors, pour travailler là-dessus, en fait, il y a deux cas. Là, je vais prendre le premier cas, où je vais considérer que h est strictement positif. Ok? Et puis, je vais même considérer un autre truc plus important, c'est que je vais considérer que la fonction petit f est croissante sur AB. Alors, vous allez me dire, dis donc, il suppose beaucoup de choses quand même pour voir qu'il doit le généraliser. En fait, la démonstration va être totalement analogue sur la partie si la fonction était décroissante. Et si la fonction était un coup croissante, un coup décroissante, en fait, il suffirait de découper l'intervalle AB sur soit la partie croissante et la partie décroissante afin de pouvoir appliquer les deux cas qu'on aurait traités. Donc là, c'est pas forcément l'objet de tout ce chapitre de tout démontrer. Encore une fois, les démonstrations permettent de donner un petit peu de sens et de voir d'où ça sort. Donc, vu que on a ça, on sait que grand F de x0 plus h moins grand F de x0 est donc égal par définition à l'intégrale de a à x0 plus h de f de t dt moins l'intégrale de a à x0 de f de t dt. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai repris la définition de grand F qui était donnée ci-dessus. Là, il y a une question de logique. Si on prend l'aire de a à x0 plus h, donc je prends a qui est ici sur mon schéma, x0 plus h qui est ici, donc en fait, ça veut dire que j'ai pris l'aire qui était sous la courbe ici. Et si je lui enlève l'aire qui est entre a et x0, donc x0 est ici, a est ici, donc l'aire que je cherche, c'est celle-ci. Finalement, si vous faites la soustraction des deux aires, vous obtenez le morceau en rouge qui est hachuré. Donc vous obtenez l'aire entre x0 et x0 plus h de f de t dt. Vous verrez, ça c'est une des propriétés que l'on a vu, que l'on verra un petit peu plus tard. Cette aire-là, je décide de l'appeler A. Donc ça, on l'a obtenu par soustraction des aires. Alors, maintenant, je vais essayer de trouver ce truc A. Alors, on sait que F est croissante. D'accord? C'est une des suppositions que j'ai faites au départ.
Donc si f est croissante sur l'intervalle AB, ça signifie que pour tout nombre que je vais prendre dans l'intervalle x0, x0 plus h, qui est lui-même dans AB, on a la chose suivante, c'est que les images de t par f vont être comprises entre les images de x0 et les images de x0 plus h. Donc vous voyez que si la fonction elle avait été décroissante, le changement se ferait ici, c'est-à-dire qu'une fonction décroissante change ses images dans le sens contraire, donc l'image de x0 plus h serait plus petite que celle de x0, c'est tout. Et du coup là ici on a un rectangle, d'accord, l'aire qui va être encadré, donc l'aire est encadrée par deux rectangles, donc l'aire que l'on cherche, elle est encadrée par un premier rectangle de hauteur f de x0, celui-ci, et de largeur h. Donc f de x0 fois h. Et un autre rectangle qui lui va être de hauteur x0, f de x0 plus h fois h. Donc, maintenant, essayons de comprendre ce qui se passe. Je vais tout diviser par h. Pourquoi? Parce que j'ai vu que f de x0 plus h moins f de x0, c'était l'aire A. Et moi, ce que je veux, c'est ici, c'est f de x0 plus h moins f de x0, le tout sur h. Donc, je vais diviser par n cette inégalité. Et je peux le faire parce que h est positif. Si h avait été négatif, je ferais pareil, mais en changeant les bornes de mon encadrement. Donc je divise par h, ici. Je vois que je peux simplifier ça, et ça, et ça. Et en fait, là, je vais utiliser le théorème des gendarmes, car la limite de f de x0, donc ce qui est à gauche, quand h tend vers 0, c'est la même que la limite de f de x0 plus h quand h tend vers 0, c'est-à-dire que c'est f de x0. Donc finalement, comme à gauche et à droite, ça tend vers f de x0, a sur h tend aussi vers f de x0. Et a sur h, c'est quoi? C'est ce que l'on cherchait juste au-dessus, c'est la limite du taux d'accroissement. Donc on vient de démontrer que si h était positif, ça tendait vers f de x0. C'est la définition de la dérivée. Si h avait été négatif, juste dans l'inégalité précédente, c'est-à-dire celle-ci, les bornes auraient été changées de place, c'est-à-dire que ce qui est à droite serait arrivé à gauche, mais finalement, comme les limites sont les mêmes, à droite et à gauche, avec le théorème des gendarmes, on a obtenu la même chose. Donc là, on vient de démontrer que si on pose grand F qui est égal à l'intégrale de a à x de f de t dt, tout ça, c'est une primitive de petit f. Alors, en termes de définition, là, on va poser le vocabulaire. Si vous prenez une fonction f qui est définie sur i et qui est continue, dans ces cas-là, f admet une primitive. Ok. Et il existe une fonction grand F telle que grand F' de x soit égal à petit f. Alors, il en existe une parmi une infinité. Hein. Il n'existe pas une unique fonction. C'est comme ça. Vous allez vite comprendre, parce que les dérivés à une constante près, voilà. Alors, déterminer une primitive de petit f, par exemple, si f de x égale x carré, eh bien, en fait, on va le voir assez facilement. Si on pose donc grand f de x qui est égal à x carré, alors grand f' de x, grand f' de x est égal à 2x. C'est-à-dire que c'est égal à f de x. Donc x carré est bien une primitive. Et en fait, ici, j'aurais pu rajouter n'importe quelle constante, par exemple 3. Donc grand f de x égale x carré plus 3. La dérivée de 3 étant nulle,
de toute façon, on reviendrait tout le temps sur petit f. Donc là, de manière générale, si vous voulez, plutôt que de mettre 3, je peux très bien mettre une constante c avec c appartenant à R. Ça me permet d'avoir toutes les primitives de petit f. Un deuxième exemple, mais là cette fois, parce que la primitive est un petit peu plus compliquée dans l'immédiat à trouver, mais elle se retrouve par intégration par partie, on verra ça à la fin de ce chapitre-là. Comment démontrer que la fonction définie par grand F de x égale x facteur de ln de x moins 1 est une primitive de petit f? Eh bien, il suffit de dériver grand F, et en dérivant grand F, si on trouve petit f, c'est bon. Donc, dérivons grand F, qui est dérivable sur l'intervalle qu'on nous donne. Donc, c'est la dérivée de x 1 fois ln de x moins 1 plus x fois la dérivée de ln de x moins 1, c'est-à-dire 1 sur x. Finalement, on obtient ln de x si on développe moins 1 plus 1, soit ln de x. Donc, on obtient bien f de x. Ce qui prouve que c'est une primitive de petit f. Après, bien sûr, à une constante près, on peut retrouver d'autres primitives de petit f. Alors, première propriété, et là vous l'avez senti venir avec l'exemple que l'on a fait précédemment. On en fera la preuve, parce que c'est une preuve qui est assez facile à faire et ça fait toujours plaisir de faire des preuves faciles. C'est que si vous posez grand G qui est égal à grand F plus K, en fait, vous obtenez une autre primitive. Essayons de démontrer cette propriété. Alors, le but, c'est de démontrer que si on pose grand G qui est égal à grand F plus K, on obtient une primitive. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre soit grand G, une fonction définie sur l'intervalle I par G de X qui est égal à grand F de X plus K. Ok? Donc là, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est que j'ai envie d'expliquer que grand G est une primitive et que toutes les primitives vont s'écrire comme ça. Donc, on va déjà démontrer que G est une primitive. Donc, G est dérivable. Pourquoi elle est dérivable? Tout simplement parce que grand F l'est. Donc, G est dérivable sur l'intervalle grand I. Et G' de X, comme c'est une somme, c'est la dérivée de grand F plus la dérivée de K. K étant une constante. Donc, la dérivée de grand F, c'est petit f. Et la dérivée de K, c'est 0. Donc, G est bien une primitive de petit f. Maintenant que j'ai démontré que grand G était une primitive de petit f, j'ai envie d'expliquer que toutes les primitives vont s'écrire comme ça. C'est-à-dire que toutes les primitives, si on en connaît une, peuvent s'écrire comme grand F plus K. Donc réciproquement, d'accord? Si G est une primitive de grand F, de petit f, pardon, sur l'intervalle I. Alors, ça signifie que grand F moins grand G, si je le dérive, lui, en X, ça va me faire grand F' de X moins G' de X, ce qui signifie que grand F', vu que c'est une primitive de petit f, c'est petit f. Grand G, c'est une primitive de petit f, donc c'est aussi petit f. Donc ça me fait f de x moins f de x qui est égal à 0. Et ça, c'est vrai pour tout x qui appartiennent à I. Quels sont les seuls nombres, les seules fonctions qui ont pour dérivée 0? C'est les fonctions constantes. Donc ça signifie que grand f de x moins grand g de x est constante.
parce que sa dérivée est nulle. Donc, il existe un réel k tel que grand f de x moins grand g de x soit égal à k. Et là, on voit que ce qui se passe, hein, c'est que du coup, g de x est bien égal à grand f de x plus k. Plus ou moins k, ça revient au même. Alors ça se matérialise de la manière suivante. En fait, on voit que ici, dans mon exemple, si je reprends grand f de x qui est égal à x carré est bien une primitive de la fonction f de x égale 2x, bah en fait, grand g qui est égal à x carré plus 3 va en être une aussi. Ça, aucun souci. Alors, géométriquement, bah, ça donne ce qu'on appelle des courbes de niveau, hein, c'est-à-dire que vous en avez une, et puis après les autres, elles sont à des niveaux différents, ça dépend, tout dépend de la constante que vous utilisez ici. Alors, qu'est-ce qui se passe si vous avez une primitive qui vérifie une condition initiale? En fait, ça c'est assez simple hein, à réaliser. Vous avez petit f qui admet une primitive, grand F ici, et dans ces cas-là, il existe une unique primitive telle que grand F de x0 soit égal à y0. Alors ça, c'est intéressant, vous, dans les TP, parce que dans les TP, il y a toujours des conditions initiales. Par exemple, à t égale 0, au temps t, hein, à l'instant 0, la température de l'eau était à 20 degrés. Donc, vous considérez que x0 vaut 0 et que y0 vaut 20 degrés. Voilà. Et là, l'avantage d'avoir ça, c'est que si vous avez une initialisation, vous avez une unique primitive, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que vous pouvez déterminer de manière unique la constante que l'on avait tout à l'heure. Donc là, la démonstration, elle est quasi évidente. On regarde l'exemple de tout à l'heure. Donc l'exemple de tout à l'heure, j'étais avec une fonction f de x qui était égale à 2x. On avait trouvé que l'ensemble de ces primitives, c'est x carré plus k. Et nous, en fait, on veut l'unique primitive qui en 2 prend l'image 3. Donc, vu que on sait que grand f de x est égal à x carré plus k, il suffit de trouver le nombre k. Or, grand f de 2, il est égal à 3. Ce qui est équivalent à dire qu'en fait que 2 au carré, c'est-à-dire l'image de 2, c'est 2 au carré plus k. Donc 2 au carré plus k est bien égal à 3. Donc là, k est égal à 3 moins 4, soit moins 1. Donc la primitive qui nous intéresse ici, pour que l'image de 2 soit égale à 3, c'est x carré moins 1, tout simplement. Ce qui nous permet du coup d'avoir une unique primitive. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour qu'une primitive existe? Et ça, c'est top, en fait. Et ça, vous allez voir que si vous avez compris que c'était une intégrale, vous allez vite comprendre pourquoi. C'est que toute fonction continue admet une primitive. Toute fonction continue. Alors attention, parce que toute fonction continue n'est pas dérivable, hein, ça c'est faux. Mais toute fonction continue sur un intervalle i admet une primitive sur ce même intervalle i. Ok? Alors ça, c'est lié à quoi? C'est lié au fait qu'en fait, une intégrale, si vous avez compris, c'est une aire sous la courbe. Donc si votre courbe, elle n'est pas continue, si votre fonction n'est pas continue, ça veut dire qu'il y a des ruptures dans la représentation graphique. S'il y a des ruptures, c'est comme s'il y avait de l'air qui s'échappait de la courbe. Et donc, ça, c'est une chose qui est intéressante, c'est que l'intégrale de a à x de f de t dt est bien une primitive de f, parce qu'on l'a définie comme ça. Mais en fait, c'est mieux que ça. C'est la primitive qui s'annule en a. Ça, on pourrait le redémontrer aussi ensemble. Alors, essayons de regarder maintenant quelques primitives de fonctions élémentaires. Alors, ce tableau-là est à connaître, bien entendu, par cœur. Si vous avez ici les fonctions qui vous sont données et les primitives qui vous sont données. Ça ressemble un peu à un tableau de dérivés.
avec les primitives. Alors très important de regarder sur quel intervalle on peut le faire, c'est l'intervalle sur lequel les fonctions sont continues. Alors si f de x est égal à a, une de ces primitives c'est ax, là ici j'ai considéré que la constante d'intégration c'est toujours 0, donc si vous en avez besoin vous la rajoutez. La primitive de x, x carré sur 2, de x puissance n plus 1 sur n plus 1. Si vous avez des doutes, vous dérivez les primitives et vous verrez que vous retombez sur les fonctions qui vous sont données dans la colonne de gauche. 1 sur x puissance n, bah, c'est moins 1 sur n-1 x exposant n-1. Donc ça, c'est sur 0 exclu. 1 sur racine carrée de x, bah, 2 racine carrée de x. Alors ça, il va falloir que vous fassiez attention. C'est qu'on sait que la dérivée de la racine carrée de x, sa dérivée, c'est 1 sur 2 racine carrée de x. Et donc là, vous voyez, il y a un 2 qui apparaît. Donc, l'idée, ce serait de se dire que la primitive de 1 sur 2 racine carrée de x, c'est racine carrée de x. Donc, comme ici, je n'ai pas de 2, bah, on a tout multiplié par 2 pour ne pas être embêté. Une primitive de sinus x moins cos x, une primitive de cos x, sinus x, une primitive de l'exponentielle de x, l'exponentielle de x. Puis après, vous avez, une fois que vous avez fait ça, tous les petits tableaux, si vous voulez, qui vont vous permettre d'utiliser les fonctions, les primitives dans leur généralité. Alors, prenons cet exemple-là. Donc là, on est ici, donc avec n égale 4, donc grand f de x, ok, enfin, je pense que vous avez bien compris ça. Grand f de x, c'est du coup x puissance 5 sur 5. Ici, on est dans le cas 1 sur x puissance n, ici pour n égale 3. Donc une primitive, ça va être du coup moins 1 sur 3 moins 1, x exposant 3 moins 1. Donc ça nous donne moins 1 sur 2x au carré. Au niveau des règles un petit peu plus compliquées, vous pouvez retrouver ce tableau-là. Alors ce tableau-là, on va s'en servir dans les exemples de calcul de primitives sur une autre vidéo. Donc là, on a fait toute la théorie sur cette vidéo-là et on va faire les cas pratiques sur l'autre vidéo. Si vous êtes de la forme u' puissance n, bah, ça revient à faire u puissance n plus 1 sur n plus 1. Toujours avec une constante ici, soit vous la prenez égale à 0, soit vous la considérez égale à c. Alors faites attention, u' sur u, c'est bien du ln, mais pour que ln existe, il faut que u soit strictement positif, donc valeur absolue. Puis vous retrouvez un petit peu toutes les fonctions que l'on connaît. Hein. Moi je les regarde de la droite vers la gauche et puis on voit que ça a du sens. Voilà.